Bonsoir et bienvenue sur D8. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau voyage au bout de la nuit. Alors, on va reprendre tout de suite, si vous le voulez bien, la lecture, on s'était arrêté la dernière fois, du rêve de Émile Zola. Voilà. Désolée, je suis désolée, on peut le refaire. Merci. Bonsoir et bienvenue sur D8. Merci de me retrouver pour un nouveau voyage au bout de la nuit. Ce soir, je propose de continuer la lecture du rêve d'Émile Zola. Alors, pour vous resituer un petit peu l'histoire, on était en train de suivre donc cette jeune orpheline qui s'appelle Angélique et qui a été recueillie toute jeune par un couple de brodeurs qui s'appelle Hubert et Hubertine. Il l'élève, il l'initie à la broderie. Mais là, maintenant, Angélique a 15 ans. Elle grandit, elle commence à devenir femme et le pas tardé à rencontrer un homme, Félicien, qui va lui proposer en fait de superviser son travail de broderie. Et donc c'est ainsi qu'en fait leur histoire d'amour va naître. Mais alors attention, la petite elle a des valeurs quand même, elle va pas se laisser compter fleurette comme ça. Et ils vont devoir faire face tous les deux au tumulte que cette relation va engendrer. Alors, le rêve, c'est pas l'œuvre la plus engagée de Zola, surtout à côté de Germinal ou de J'accuse. On a plutôt l'impression ici d'être un peu comme dans un conte d'Andersen, voire dans un registre un peu à la Roméo et Juliette. Mais au fil de la lecture, vous allez voir, on va rapidement cerner la corrélation entre la religion et le mysticisme, qui sont vraiment les deux thèmes majeurs et récurrents de ce récit. Avant de reprendre la lecture, si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, je vous rappelle que c'est le hashtag VBN. Et voilà, si jamais vous n'arrivez toujours pas à trouver le sommeil après ça, vous pourrez toujours aller voir toutes les lectures en replay sur le site de D8. Voilà, je reprends tout de suite donc la lecture du rêve d'Émile Zola. À chacune des révoltes de son orgueil, lorsque la violence l'emportait, elle songeait à ce modèle de douceur et de simplicité, pieuse à 5 ans, refusant de jouer, se couchant par terre pour rendre hommage à Dieu. Plus tard épouse obéissante et mortifiée du Landgrave de Thuringe, montrant à son époux un visage gai que des larmes inondaient toutes les nuits. Enfin veuve, continente, chassée de ses états, heureuse de mener la vie d'une pauvresse. Sa vesture est si vile qu'elle portait un manteau gris, allongé, d'autres couleurs de drap. Les manches de sa cotte, estoies rompues, et ramandées d'autres couleurs. Le roi, son père, l'envoie chercher par un conte. Et quand le conte la vit en tel habit, effiant, il s'écria de douleur et de merveille et dit : quelle fille de roi n'apparut en tel habit, ne fut venue filer laine. Alors, si vous ne comprenez pas vraiment vous non plus, je le conçois, c'est toujours du vieux français. Elle est la parfaite humilité chrétienne qui vit de pain noir avec les mendiants, pense leurs plaies sans dégoût, porte leurs vêtements grossiers, dort sur la terre dure, suit les processions pieds nus. Elle lavoie aucune fois les escuelles et les vaisseaux et la cuisine, et se mussoit et cachoit que les chambrières ne l'en détournassent, et disoit. Si j'eusse trouvé une autre vie plus dépite, je l'eusse prise. De sorte qu'Angélique, raidie de colère autrefois, lorsqu'on lui faisait laver la cuisine, s'ingéniait maintenant à ses besognes basses, quand elle se sentait tourmentée du besoin de domination. Enfin, plus que Catherine, plus qu'Élisabeth, plus que toutes, une sainte lui était chère, Agnès, l'enfant martyr. Son cœur tressaillait en la retrouvant dans la légende. Cette vierge, vêtue de sa chevelure, qu'il avait protégée sous la porte de la cathédrale. Quelle flamme de pur amour,
comme elle repousse le fils du gouverneur qui l'accoste au sortir de l'école. Comme elle célèbre l'amant, pardon. Comme elle célèbre l'amant. J'aime celui duquel la mère est vierge et le père ne connut aucune femme de la beauté de laquelle le soleil et la lune s'émerveillent par l'odeur duquel les morts revivent. Petit passage en vieux français. Et quand Aspasien commande qu'on lui mette un gland parmi la gorge, elle monte au paradis s'unir à son époux blanc et vermeil. Depuis quelques mois, surtout, à des heures troubles, lorsque des chaleurs de sang lui battaient les tempes, Angélique l'évoquait, l'implorait. Et tout de suite, il lui semblait être rafraîchi. Elle la voyait continuellement à son entour, elle se désespérait de faire souvent de penser des choses dont elle la sentait fâchée. Un soir, qu'elle se baisait les mains, ainsi qu'elle en prenait parfois encore le plaisir, elle devint brusquement très rouge et se tourna, confuse, bien qu'elle fût seule, ayant compris que la sainte l'avait vue. Agnès était là, gardienne de son corps. À 15 ans, Angélique fut ainsi une adorable fille. Certes, ni la vie cloîtrée et travailleuse, ni l'ombre douce de la cathédrale, ni la légende aux belles saintes n'avaient fait d'elle un ange, une créature d'absolue perfection. Toujours des fougues l'emportaient, des fautes se déclaraient par des échappées imprévues, dans des coins d'âme qu'on avait négligé de murer. Mais elle se montrait si honteuse alors, elle aurait tant voulu être parfaite. Et elle était si humaine, si vivante, si ignorante et pure au fond. En revenant d'une des grandes courses que les Hubert se permettaient 2 fois l'an, le lundi de la Pentecôte et le jour de l'Ascension, elle avait arraché un églantier, puis s'était amusée à le replanter dans l'étroit jardin. Elle le taillait, l'arrosait, et il repoussait plus droit. Il y donnait des églantines plus larges, d'une odeur fine, ce qu'elle guettait, avec sa passion habituelle, répugnant à la greffer, voulant voir si un miracle ne lui ferait pas porter des roses. Elle dansait alentour, elle répétait d'un air ravi « C'est moi, c'est moi !» Et si on la plaisantait sur son rosier de grand chemin, elle en riait elle-même, un peu pâle, des larmes au bord des paupières. Ses yeux, couleur de violette, s'étaient encore adoucis, sa bouche s'entr'ouvrait, découvrait les petites dents blanches, dans l'ovale allongé du visage que les cheveux blonds, d'une légèreté de lumière, nimbaient d'or. Elle avait grandi, sans devenir fluette, le cou et les épaules toujours d'une grâce fière, la gorge ronde, la taille souple et gaie et saine, une beauté rare, d'un charme infini, où fleurissait la chair innocente et l'âme chaste. Les Hubert, chaque jour, se prenaient pour elle d'une affection plus vive. L'idée leur était venue à tous deux de l'adopter. Seulement, ils n'en disaient rien, de peur d'éveiller leur éternel regret. Aussi, le matin où le mari se décida, dans leur chambre, la femme, tombée sur une chaise, fondit-elle en sanglots. Adopter cet enfant, n'était-ce pas renoncer à en avoir jamais un autre ? Certes, il n'y fallait plus guère compter à leur âge, et elle consentit, vaincue par la bonne pensée, d'en faire sa fille. Angélique, quand ils lui en parlèrent, leur sauta au cou, étrangla de larmes. C'était chose entendue. Elle restait avec eux dans cette maison, toute pleine d'elle maintenant, rajeunie de sa jeunesse, rieuse de son rire. Mais dès la première démarche, un obstacle les consterna. Le juge de paix, M. Grand-Sire, consulté, leur expliqua la radicale impossibilité de l'adoption, la loi exigeant que l'adopté soit majeur. Puis, comme il voyait leur chagrin, il leur suggéra l'expandit de la tutelle officieuse. Tout individu âgé de plus de 50 ans peut s'attacher à un mineur de moins de 15 ans par un titre légal en devenant son tuteur officieux. Les âges y étaient, ils acceptèrent, enchantés. Et même il fut convenu qu'ils conféreraient ensuite l'adoption à leur pupille par voie testamentaire, ainsi que le Code le permet.
M. Grand-Cyr se chargea de la demande du mari et de l'autorisation de la femme, puis se mit en rapport avec le directeur de l'assistance publique, tuteur de tous les enfants assistés dont il fallait obtenir le consentement. Il y eut enquête, enfin les pièces furent déposées à Paris, chez le juge de paix désigné. Et l'on n'attendait plus que le procès-verbal, qui constitue l'acte de la tutelle officieuse, lorsque les Hubert furent pris d'un scrupule tardif. Avant d'adopter ainsi Angélique, est-ce qu'il n'aurait pas dû faire un effort pour retrouver sa famille? Si la mère existait, où prenait-il le droit de disposer de la fille, sans être absolument certain de son abandon? Puis au fond, il y avait cet inconnu, cette souche gâtée, d'où sortait l'enfant peut-être, qui les inquiétait autrefois, dont le souci leur revenait à cette heure. Ils s'en tourmentaient tellement qu'ils n'en dormaient plus. Brusquement, Hubert fit le voyage de Paris. C'était une catastrophe dans son existence calme. Il mentit à Angélique. Il parla de la nécessité de sa présence pour la tutelle. En 24 heures, il espérait tout savoir. Mais à Paris, les jours coulèrent. Les obstacles se dressèrent à chaque pas. Il y passa une semaine, rejeté les uns aux autres, battant le pavé, éperdu, pleurant presque. D'abord, à l'assistance publique, on le reçut fort sèchement. La règle de l'administration est que les enfants ne soient pas renseignés sur leurs origines, jusqu'à leur majorité. 3 matins de suite, on le renvoya. Il dut s'obstiner, s'expliquer dans 4 bureaux, s'enrouer à se présenter comme tuteur officieux, avant qu'un sous-chef, un grand sec, voulut bien lui apprendre l'absence absolue de documents précis. L'administration ne savait rien. Une sage-femme avait déposé l'enfant Angélique, Marie, sans nommer la mère. Désespéré, il allait reprendre la route de Beaumont, quand une idée le ramena une 4e fois pour demander communication de l'extrait de naissance qui devait porter le nom de la sage-femme. Ce fut toute une affaire encore. Enfin, il connut le nom. Madame Foucard, et il apprit même que cette femme demeurait rue des 2 Écus, en 1850. Alors, les courses recommencèrent. Le bout de la rue des 2 Écus était démoli. Aucun boutiquier des rues voisines ne se rappelait Madame Foucard. Il consulta un annuaire. Le nom ne s'y trouvait plus. Les yeux levés, guettant les enseignes, il se résigna à monter chez les sages-femmes. Et ce fut ce moyen qui réussit. Il eut la chance de tomber sur une vieille dame, laquelle se récria. « Comment? Si elle connaissait Madame Foucard? Une personne d'un si grand mérite, qui avait eu bien des malheurs. Elle demeurait rue Censier, à l'autre bout de Paris. Il y courut. Là, instruit par l'expérience, il s'était promis d'agir diplomatiquement. Mais Madame Foucard, une femme énorme, tassée sur des jambes courtes, ne le laissa pas déployer en bel ordre les questions qu'il avait préparées à l'avance. Dès qu'il lâcha les prénoms de l'enfant et la date du dépôt, elle partit d'elle-même, elle conta toute l'histoire dans un flot de rancune. Ah, la petite vivait. Eh bien, elle pouvait se flatter d'avoir pour mère une fameuse coquine. Oui, Madame Sidonie, comme on l'a nommée, depuis son veuvage, une femme très bien apparentée, ayant un frère ministre, disait-on, ce qui ne l'empêchait pas de faire les plus vilains commerces. Et elle expliqua de quelle façon elle l'avait connue. Quand la gueuse tenait, rue Saint-Honoré, un commerce de fruits et d'huile de Provence. À son arrivée de Plassans, d'où il débarquait, elle et son mari pour tenter fortune. Le mari mort et enterré, elle avait eu une fille 15 mois après, sans savoir au juste où elle l'avait prise. Car elle était sèche comme une facture, froide comme un protée, indifférente et brutale comme un record. On pardonne une faute, mais l'ingratitude... Est-ce que le magasin mangeait? Elle, Madame Foucard, ne l'avait pas nourrie pendant ses couches, ne s'était pas dévouée jusqu'à la débarrasser en portant la petite là-bas. Et pour récompense, lorsqu'elle était à son tour tombée dans la peine, elle n'avait pas réussi à en tirer le mois de la pension, ni même 15 francs prêtés de la main à la main.
Aujourd'hui, Madame Sidonie occupait rue du Faubourg-Poissonnière une petite boutique et 3 pièces. À l'entresol, sous les prétextes de vendre des dentelles, elle vendait de tout. Ah, ah oui, oui, une mère de cette espèce, il valait mieux ne pas la connaître. 1 heure plus tard, Hubert était taraudé autour de la boutique de Madame Sidonie. Il y entrevit une femme maigre, blafarde, sans âge et sans sexe, vêtue d'une robe noire, élimée, tachée de toutes sortes de trafics louches. Jamais le ressouvenir de sa fille, né d'un hasard, n'avait dû échauffer ce cœur de couturière. Discrètement, il se renseigna, apprit des choses qu'il ne répéta à personne, pas même à sa femme. Pourtant, il hésitait encore. Il revint une dernière fois, passer devant les 3 magasins mystérieux. Ne devait-il point se faire connaître, obtenir un consentement ? C'était à lui, honnête homme, de juger, s'il avait le droit de trancher ainsi le lien, pour toujours. Brusquement, il tourna le dos, il rentra le soir à Beaumont. Hubertine venait justement de savoir chez Monsieur Grandcir que le procès-verbal sous la tutelle officieuse était signé. Et lorsqu'Angélique se jeta dans les bras d'Hubert, il vit bien, à l'interrogatoire suppliante de ses yeux, qu'elle avait compris le vrai motif de son voyage. Alors simplement, il lui dit « Mon enfant, ta mère est morte. » Angélique, pleurante, les embrassa avec passion. Jamais il n'en fut reparlé. Elle était leur fille. Chapitre 3. Cette année-là, le lundi de la Pentecôte, les Hubert avaient mené Angélique déjeuner aux ruines du château d'Hautecoeur, qui domine le Lignol, à 2 lieues en aval de Beaumont. Et le lendemain, après toute ces journées de plein air, de courses et de rires, lorsque la vieille horloge de l'atelier sonna 7 heures, la jeune fille dormait encore. Hubertine dut monter frapper à la porte. « Eh bien, paresseuse, nous avons déjà déjeuné, nous autres. » Vivement, Angélique s'habilla, descendit déjeuner seule, puis, quand elle entra dans l'atelier, où Hubert et sa femme venaient de se mettre au travail, « Ah, ce que je dormais ! Et cette chasuble qu'on a promise pour dimanche, l'atelier dont les fenêtres donnaient sur le jardin, était une vaste pièce, conservée presque intacte dans son état primitif. Au plafond, les 2 maîtresses poutres, les 3 travées, de solides apparentes, n'avaient pas même reçu de badigeons très enfumés, mangeaient des verres, laissant voir les lattes des entrevous, sous les éclats du plâtre. Un des corbeaux, de pierre, qui soutenait les poutres, était une date, 1463. Sans doute la date de la construction. La cheminée, également en pierre, émiettée et disjointe, gardait son élégance simple, avec ses montants élancés, ses consoles, sa hotte terminée par un couronnement. Même sur la frise, on pouvait distinguer encore, comme fondu par l'âge, une sculpture naïve, un saint clair, patron des brodeurs. Mais la cheminée ne servait plus. On avait fait de l'âtre une armoire ouverte, en y posant des planches ou s'empiler des dessins. Et c'était maintenant une poêle qui chauffait la pièce, une grosse cloche de fonte, dont le tuyau, après avoir logé le plafond, allait crever la hotte. Les portes, déjà branlantes, dataient de Louis XIV. Des lames de l'ancien parquet, achevées de se pourrir parmi les feuillets plus récents, remis un à un, à chaque trou. Il y avait près de 100 ans que la peinture jaune des murs tenait des teintes en haut, éraillée dans le bas, tachée de salpêtre. Toutes les années, on parlait de faire repeindre, sans pouvoir s'y décider, parraine du changement. Hubertine, assise devant le métier où était tendue la chasuble, leva la tête en disant « Tu sais que, si nous la livrons dimanche, je t'ai promis une bourriche de pensée pour ton jardin. » Gaiement, Angélique s'exclama « C'est vrai, oh, je vais m'y mettre. Mais où donc est mon doigtier ? Les outils s'envolent quand on ne travaille plus. » Elle glissa le vieux doigtier d'ivoire à la seconde phalange de son petit doigt. Et elle s'assit de l'autre côté du métier, en face de la fenêtre. Depuis le milieu du dernier siècle, par une modification,
pardon, depuis le milieu du dernier siècle, pas une modification ne s'était produite dans l'aménagement de l'atelier. Les modes changeaient, l'art du brodeur se transformait, mais on retrouvait encore là, scellé au mur, la chanlatte, la pièce de bois, où s'appuient les métiers qu'un tréteau mobile porte à l'autre bout. Voilà, je referme ici pour ce soir la lecture du rêve d'Émile Zola. Écoutez, on se retrouvera très prochainement pour continuer ce roman. En attendant, je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à l'émission, c'est le hashtag VBN sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Quant à moi, écoutez, je vous dis bon lever ou bonne nuit si jamais vous vous couchez. Et écoutez, bonne soirée sur Des Vites. À bientôt.